Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue en ce début de semaine. Jacques Aristide pour vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington, à la une de l'actualité ce soir. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah tué dans une frappe israélienne, était un terroriste brutal et le monde est plus sûr sans lui. Déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui dit vouloir continuer à œuvrer pour une solution diplomatique au Liban. Ici aux États-Unis, débat très attendu ce mardi entre le républicain J.D. Vance et le démocrate Tim Walz, les deux candidats à la vice-présidence, à un mois de scrutin qualifié d'extrêmement serré. Le Rwanda fait état de plusieurs morts du virus de Marburg, fièvre hémorragique similaire à Ebola. Triste nouvelle dans le monde du basket, Dikembe Mutombo, ancien joueur congolais de la NBA, est décédé à l'âge de 58 ans. Israël prévient qu'il utilisera toutes ses forces pour frapper encore le Hezbollah après avoir tué Hassan Nasrallah, le chef de ce mouvement libanais, dans un raid près de Beyrouth vendredi dernier. Ce lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti l'Iran, son ennemi juré et proche allié du Hezbollah libanais, qu'il n'y avait pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre. Israël, qui a déployé des renforts à sa frontière nord avec le Liban, a promis de combattre ses ennemis et de les éliminer partout où ils se trouvent. Pour sa part, le Hezbollah, affirmant être prêt à affronter une éventuelle offensive terrestre, a tiré des roquettes vers le nord d'Israël. Hassan Nasrallah était un terroriste brutal qui a fait de nombreuses victimes, parmi lesquelles des Américains, des Israéliens, des civils au Liban, des civils en Syrie et bien d'autres encore, a déclaré aujourd'hui le patron de la diplomatie américaine à l'ouverture d'une réunion ministérielle à Washington des pays de la coalition de lutte contre le groupe djihadiste État islamique. Le Liban, la région et le monde sont plus sûrs sans lui, a ajouté Anthony Blinken. Pour aller au-delà de cette actualité, nous accueillons l'invité du journal, Patricia Coder. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste au Liban et vous nous rejoignez via Skype de Beyrouth. Pour nombre d'observateurs, la mort de Hassan Nasrallah, qui était considéré comme l'homme le plus puissant du Liban, plonge le pays et la région dans l'incertitude et constitue une victoire majeure d'Israël face à l'Iran et les alliés de Téhéran. Comment toute cette situation est-elle vue au Liban ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs Libans, il n'y a pas un seul Liban. Le Liban, c'est plusieurs communautés, c'est des chiites, c'est des sunnites, des chrétiens et des druzes. Et tout le monde ne vit pas la disparition de Hassan Nasrallah de la même façon. C'est une très grosse défaite pour la communauté chiite et pour le Hezbollah, parce que le Hezbollah, c'est un parti chiite qui est relié à l'Iran. Mais aussi les chrétiens la voient d'une autre façon, les sunnites et les druzes, surtout que les sunnites et les chrétiens ont eu plusieurs personnes qui avaient été assassinées dans des crimes politiques qui sont restés jusqu'à présent impunis et dont le Hezbollah a été accusé. Donc c'est plusieurs Libans, plusieurs réactions. C'est vrai que beaucoup de Libanais ne montrent pas, par égard peut-être pour cette communauté chiite, ne montrent pas vraiment ce qu'ils ressentent vis-à-vis de l'assassinat de Hassan Nasrallah. Ici à Washington, le président Joe Biden a laissé entendre qu'il était opposé à des opérations terrestres israéliennes au Liban, appelant à un cessez-le-feu maintenant, après s'être félicité de la mort de Nasrallah. En même temps, Israël a informé les États-Unis qu'il entendait mener des opérations terrestres limitées visant le Hezbollah à la frontière avec le Liban, a indiqué ce même lundi le département d'État. Ils nous ont informé d'un certain nombre d'opérations. Ils nous ont dit pour l'instant qu'il s'agit d'opérations limitées, centrées sur l'infrastructure du Hezbollah près de la frontière, mais nous continuons à nous entretenir à ce sujet, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Que pouvez-vous nous dire davantage sur cette question d'opérations terrestres limitées au Liban ?
Absolument. Il semble que les incursions terrestres limitées vont commencer ce soir. L'armée israélienne est massée à la frontière depuis cet après-midi. Là, il y a une demi-heure, l'armée libanaise, il y a quelques postes de l'armée libanaise à la frontière, quelques postes, pas beaucoup. L'armée libanaise s'est un peu retirée, un peu retirée de ses positions qui sont vraiment sur la ligne bleue, donc qui sont vraiment très proches d'Israël. Donc voilà, on s'attend à une incursion israélienne limitée, comme l'Israël l'a dit, et déjà sur le terrain, ça se prépare, il semble. Présent à Beyrouth, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a également appelé Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre au Liban et à cesser le feu. Il a demandé au Hezbollah de mettre fin à ses tirs sur le nord d'Israël. Cet appel au Hezbollah est-il entendu au Liban ? Le Hezbollah, je pense qu'il n'est plus en mesure de décider au Liban. C'est comme s'il y avait quelqu'un sur un ring de boxe et il est en train de recevoir des coups, des coups, des coups. Je ne pense pas que pour le moment, le Hezbollah est en mesure de refuser et de dire ce qu'il a à dire. Même si aujourd'hui, Naïm Qassem, qui est sorti à la télé, qui a dit, voilà, nous, on va poursuivre la guerre contre Israël, on va soutenir Gaza. On a deux déclarations très importantes aujourd'hui du Premier ministre libanais qui a dit, nous, on est avec la 1701, on veut un cessez-le-feu à Gaza, on veut un cessez-le-feu au Liban et il y a et on veut déployer l'armée libanaise massivement au sud Liban avec la FINUL. Le chef du Parlement libanais a décidé qu'il va y avoir des élections présidentielles une fois qu'il y aura un cessez-le-feu. Le Liban est sans président de la République depuis 2 ans, donc peut-être l'élection d'un président pourrait aussi changer les choses et pourrait aussi le déploiement de l'armée et l'application de la 1701 seraient des facteurs pour apaiser la situation. Là, c'est vrai qu'il y a une guerre, qu'il y a des frappes israéliennes ciblées, mais il y a aussi la diplomatie qui prend son rôle. C'est une actualité que nous allons indubitablement suivre avec vous. Patricia Coder, vous êtes journaliste basée à Beyrouth, la capitale libanaise. Je vous remercie, à très bientôt. Ailleurs dans l'actualité, les prétendants à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre continuent de sillonner les États pivots du pays. L'ancien président et actuel candidat républicain Donald Trump a tenu hier un meeting de campagne en Pennsylvanie où il a de nouveau mis l'accent sur l'immigration irrégulière et la criminalité. Les forces de l'ordre ne sont pas autorisées à faire leur travail car la gauche libérale ne le leur permet pas, a déclaré Donald Trump. Sa rivale démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, a quant à elle animé le même jour un rassemblement à Las Vegas dans le Nevada. Elle a notamment souligné la nécessité d'une réforme de l'immigration en parlant de graves problèmes de sécurité aux frontières. En tant que présidente, je doublerai les ressources du ministère de la Justice pour m'attaquer aux cartels transnationaux, a affirmé Kamala Harris. Leurs colistiers, c'est-à-dire les deux candidats à la vice-présidence des États-Unis, le républicain J.D. Vance et le démocrate Tim Walz, s'affrontent demain soir lors d'un débat télévisé d'ores et déjà comme âpre, avec l'objectif de convaincre les électeurs indécis à un mois du scrutin. Le duel va être organisé par la chaîne CBS à New York, d'où nous rejoint en direct notre collègue Alexandrine Rolognon. Bonsoir Alexandrine, à quoi donc faudra-t-il s'attendre ? Bonsoir Jacques, vous l'avez dit, le sénateur J.D. Vance, candidat républicain, et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, seront face à face demain. Le rendez-vous, c'est à 21h, heure locale, ici à New York, pour un débat qui va durer 90 minutes. Ce sera en effet l'occasion pour les deux hommes de se faire un peu plus connaître du grand public. J.D. Vance et Tim Walz, rappelons-le, sont entrés sous les feux de la rampe cet été en tant qu'inconnus politiques relatifs, Jacques. Quels sont les thèmes qui seront mis en avant lors de cette confrontation, Alexandrine ? Eh bien, selon des analystes, les deux hommes vont exprimer pratiquement les mêmes thèmes que les candidats à la présidence, Donald Trump et Kamala Harris, les mêmes thèmes qu'ils ont évoqués lors du récent débat présidentiel à Philadelphie, à savoir l'économie, l'immigration, l'avortement, mais aussi la polémique sur les migrants haïtiens à Springfield, Ohio, qui fera partie aussi des questions abordées lors de ce débat selon certains, aussi bien que certaines déclarations du policier de Trump sur les femmes seules et sans enfants. Certaines personnes à qui j'ai parlé ce matin en arrivant à New York espèrent juste que ce débat apportera quelque chose de concret en termes de programme des deux partis sur les thèmes qui préoccupent les Américains,
pour notamment aider les électeurs indécis, Jacques. A-t-on une idée de la popularité des candidats à la vice-présidence? Selon un sondage du Pew Research Center réalisé ce mois-ci, 34% des Américains voient Vance d'un œil favorable, tandis que 42% le voient d'un œil défavorable. Walz est perçu favorablement par 39% des Américains, tandis que 33% ont de lui une opinion défavorable. Le candidat républicain, vous l'avez compris, à la vice-présidence est donc un peu plus mal perçu auprès du public que son concurrent démocrate à ce stade. On verra bien si le débat de demain changerait ces chiffres à quelques semaines de la présidentielle. En attendant, les New-Yorkais appellent du côté des démocrates et des républicains, ils s'appellent les uns et les autres et s'invitent pour suivre le débat demain soir. Alexandrine Holognon, vous êtes notre envoyée spéciale à New York. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Rendez-vous est donc pris pour demain pour ce débat. Merci beaucoup. Dans l'État fédéral américain fournira de l'aide aux sinistrés de l'ouragan Hélène aussi longtemps que nécessaire, a déclaré ce lundi le président Joe Biden depuis la Maison-Blanche, alors que le bilan humain a atteint les 100 morts dans le sud-est des États-Unis. Nous allons continuer à apporter des ressources, dont de la nourriture, de l'eau, des équipements de télécommunications et de sauvetage, a dit le président américain. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, nous serons là aussi longtemps que nécessaire pour terminer le travail, a-t-il ajouté lors d'une allocution. Dans le Midwest américain, une bataille locale au sujet d'une usine chinoise de batteries pour véhicules électriques reflète une polémique plus large sur les investissements chinois aux États-Unis. C'est un sujet sur lequel nous allons y revenir. Nous passons maintenant à l'actualité africaine. Les médias au Burkina Faso se font l'écho d'une vidéo diffusée dimanche par la RTB, la télévision nationale, et censée apporter la preuve d'un complot visant à déstabiliser le pays. Dans cette vidéo, dont ni la date ni le lieu d'enregistrement ne sont précisés, un homme se présentant comme le commandant Ahmed Kinda, ancien patron des forces spéciales, détaille des rencontres supposées avec des personnalités militaires et civiles, citant notamment le colonel Damiba, l'ancien chef du régime militaire du Burkina, et le journaliste Abdoulaye Bari, entouré de deux personnes présentées comme ses complices. L'homme assure avoir reçu d'Abdoulaye Bari, qui vit en exil, 80 millions de francs CFA dans le but de monter ce complot. Le lundi 23 septembre, les autorités burkinabè ont fait état de l'ouverture d'une enquête contre plusieurs personnalités accusées de tentatives de déstabilisation. Jointe par le service Bambara de la VOA, l'une de ces personnalités, Newton Ahmed Bari, a catégoriquement nié toute implication dans un complot, accusant à son tour les dirigeants militaires du Burkina de vouloir détourner l'attention de la situation dans leur pays. Par ailleurs, prenant la parole à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre des Affaires étrangères burkinabè, Karamoko Jean-Marie Traoré, a rejeté les critiques formulées contre son pays pour violation présumée de droits humains. Au moment même où nous engrangeons des succès dans notre offensive victorieuse contre les forces obscurantistes, des officines à la réputation et à l'intégrité douteuse se sont curieusement engagées dans une vaste et virulente campagne de dénigrement et de stigmatisation contre nos forces combattantes qu'elles accusent de violer les droits humains sans avoir la moindre preuve à produire. Ces propagandes orchestrées visent en réalité à démoraliser les patriotes burkinabés et à saborder leur combat légitime parce que tout simplement, ces adeptes du chaos n'ont pas encore compris la dynamique en marche au Sahel, c'est-à-dire notre volonté de nous affranchir de toute tutelle et de tout paternalisme. Au Rwanda, le gouvernement appelle à la vigilance face à l'épidémie de Marburg qui a déjà fait 8 morts dans le pays. Cela intervient alors que le pays avait déjà émis un avertissement contre le Mpox. Le point avec Jean-Damascène Manéchimoué, notre correspondant à Kigali. Les mesures d'hygiène personnelle sont renforcées dans tous les lieux publics au Rwanda en réponse aux mesures annoncées par le ministère de la Santé visant à contenir la propagation du virus de Marburg.
Dans la foulée, l'ambassade des États-Unis à Kigali a ordonné à son personnel de travailler à domicile et les locaux de l'ambassade sont fermés au public jusqu'au 4 octobre. Dans une conférence de presse, le ministre de la Santé, Saban Sanzimana, a indiqué que 8 personnes sont mortes du virus et plus de 300 sont placées en isolement. Au moment où nous parlons, beaucoup a été fait en termes de recherche des contacts, de dépistage, d'isolement et de traitement. Nous faisons aussi la communication pour nous assurer que la population est informée. Nous avons mis en œuvre tous nos mécanismes de réponse avec nos partenaires et des institutions gouvernementales pour arrêter cette propagation le plus rapidement possible et sauver la vie des patients déjà infectés. Les autorités sanitaires du Rwanda ne parviennent pas encore à identifier l'origine du virus de Marburg signalé au Rwanda depuis une semaine. Le ministère de la Santé espère pouvoir limiter la propagation du virus. Ce virus a un taux de mortalité élevé qui peut des fois se situer entre 28 et 90%. C'est un grand pourcentage, mais notre but est de réduire le taux de mortalité le plus possible. Les chiffres que j'ai mentionnés concernent essentiellement le personnel de santé. L'Organisation mondiale de la santé assure son appui et indique qu'il est possible de contenir le virus qui s'est déjà manifesté en Tanzanie en 2023. Une équipe de 7 experts arrive bientôt et sera intégrée dans une structure déjà mise en place. En plus de ça, nous apportons notre soutien dans d'autres domaines comme le matériel de dépistage, étant donné que c'est une étape importante dans la maîtrise de cette épidémie. Nous allons fournir les équipements de prévention et de traitement. Nous avons fait des arrangements. Une partie de ce matériel arrive cette nuit, une autre demain, et la semaine prochaine, nous recevons plus d'équipements. D'autres mesures annoncées par les autorités sanitaires au Rwanda sont l'interdiction des visites aux patients hospitalisés pendant les 14 prochains jours, alors que tous les établissements de santé doivent mettre en œuvre un protocole pour prendre en charge les patients présentant des symptômes du virus de Marburg, tout en respectant rigoureusement les mesures de prévention et de contrôle des infections. Jean-Thomas Selimani Chimé pour VOA Afrique, Kigali. Le président américain Joe Biden va se rendre en Angola du 13 au 15 octobre. Un périple international de plus pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche sur le départ, mais aussi son tout premier en Afrique, continent où se joue une lutte d'influence entre les géants chinois, russes et américains. À Luanda, il a prévu de rencontrer son homologue angolais, João Lourenço. Les États-Unis financent en Angola, pays africain riche en pétrole, un grand projet d'infrastructure connu comme le couloir Lobito. Le voyage de Joe Biden célèbre l'évolution de la relation entre les États-Unis et l'Angola et souligne l'engagement continu de Washington envers ses partenaires africains, a écrit Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche. Voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs, car d'autres sujets sont encore à suivre, y compris le vaisseau Dragon de SpaceX, qui s'est finalement ancré à la Station spatiale internationale. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full D. Dans des Full B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci à vous d'être toujours avec nous en ce lundi 30 septembre 2024, le dernier jour du mois.
Le vaisseau de SpaceX chargé de ramener à son retour sur Terre les 2 astronautes bloqués dans la Station spatiale internationale s'y est amarré hier. Mohamedou Oumfa nous en dit davantage. La fusée Falcon 9 a décollé samedi à 17h17 GMT depuis Cap Canaveral en Floride, transportant un vaisseau Dragon. Les 2 passagers de la mission, nommés Crew 9, l'astronaute de la NASA Nick Hague et le cosmonaute russe Alexandre Gorbunov, ont retrouvé leurs collègues qui flottaient dans la station dimanche peu après 23h GMT. Au nom de l'expédition 72, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux compatriotes de Dragon Freedom. Alex, bienvenue à bord de la Station spatiale internationale, et Nick, bienvenue à bord de la Station spatiale internationale. C'est un plaisir de vous avoir ici en apportant le 112 en remplacement du 11. Quelques 200 expériences scientifiques sont prévues durant le séjour de Crew 9 à bord du laboratoire volant. Je tiens également à remercier la NASA ainsi que SpaceX et Roscosmos qui poursuivent leur coopération dans le cadre du programme de l'ISS afin de promouvoir la science et les expériences spatiales. À leur retour, prévu en février, Nick Hague et Alexandre Gorbunov doivent embarquer avec eux Sonny Williams et Butch Wilmore. Ceux-ci avaient décollé début juin à bord d'un nouveau vaisseau développé par Boeing, Starliner, dont c'était le premier vol test avec équipage vers la station. Starliner devait initialement les ramener sur Terre 8 jours plus tard, mais des problèmes détectés sur son système de propulsion ont conduit la NASA à remettre en question sa fiabilité. Le récit était de Gabi Dorsil. L'ancien basketteur congolais Dikembe Mutombo, qui avait joué 20 saisons en NBA, est mort à l'âge de 58 ans d'un cancer, a indiqué ce lundi la Ligue nord-américaine de basket. Pivot de très grande taille, il a été 8 fois All-Star dans les années 1990 et 2000, surtout pour ses qualités défensives. Il a été élu 4 fois défenseur de l'année et aussi 3 fois meilleur contreur et 2 fois meilleur rebondeur. Né à Kinshasa, Mutombo a joué 2 finales en 2001 avec Philadelphie et en 2003 avec San Antonio, mais n'a jamais remporté le titre. Surnommé Mount Mutombo, Mont Mutombo en français, il a porté le maillot de 8 franchises de la NBA lors d'un parcours entamé en 1991 à Denver et terminé à Houston en 2009 à l'âge de 43 ans. Dikembe Mutombo, décédé à l'âge de 58 ans. Claude Kaman, leader de la communauté congolaise dans la région de Washington DC, est un très proche ami de Mutombo. Il était malade depuis un certain moment donné. Peut-être que les choses se dessinaient un peu. Est-ce que vous avez échangé avec lui et quels étaient peut-être ses derniers souhaits? Ouais, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de lui visiter à plusieurs reprises à sa résidence. Il parlait pas beaucoup ces derniers temps, mais en le regardant, comme il m'appelait toujours, Zach-Claude, mon ami, il faut être ensemble, il faut vraiment s'unir, hein. Il faut faire du bien aux autres. Parlons maintenant de son côté basketteur. Déjà, qu'est-ce que vous retenez de Dikembe Mutombo en tant que basketteur? Dikembe est l'un des pionniers qui a mis ces ponts-là aux jeunes basketteurs qui sont venus après, surtout africains, hein, quand je parle africain. Il y a lui et Hakim Olajuwon. Ce sont les 2 noms qui ont mis vraiment le train, enfin le pivot, le pont là pour que les autres viennent. Parce qu'il m'a toujours dit ceci. Il dit, Claude, mon frère, mon ami, quand tu prends l'ascenseur, il ne faut pas laisser l'ascenseur là en haut. Il faut toujours faire leur descente, le renvoyer en bas là. Donc, Dikembe, c'est quelqu'un qui a, comme on le dit en anglais, he paved the way for the rest of young athletes, des jeunes athlètes qui sont venus après nous. Et il avait toujours sa signature là. Et je pense que nous tous, nous connaissons sa signature là. Les célèbres doigts là. Donc, c'est vraiment gravé partout là, on passait avec lui. Tu voyais des jeunes, tous, on a toujours comme ça.
et dit, ben voilà, ça c'est ma signature. Et il y a quelques autres personnes, basketteurs, qui ont essayé d'imiter sa signature. Mais ils savent que l'original, c'est Dikembe Mutombo pour Londres. Dikembe, bien évidemment, basketteur très connu. On va parler de son côté humain. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? C'était un unificateur. Là où il y avait des gens, lui, il était toujours là pour souder, tisser le lien. Un entretien réalisé par Yacouba Ouedraogo. Une petite parenthèse culturelle, si vous le permettez. Depuis 2016, le Festival international Rire à Lomé œuvre pour l'émergence des talents locaux. Ce rendez-vous veut plus particulièrement servir de pont de diffusion entre le Togo et les autres pays, avec comme objectif la professionnalisation du métier d'humoriste en Afrique. Depuis la capitale togolaise, le reportage de notre correspondante Amena Signon. Dans quelques heures, Jacques Ablaté sera sur scène pour faire ce qu'il sait faire de mieux, faire rire les gens. Humoriste de profession, il fait partie de ces jeunes talents qui veulent voir émerger l'industrie du rire en Afrique de l'Ouest. Je suis dans le métier depuis 2009. Mais à l'époque, on n'était pas professionnel. Tu vois, c'était les débuts, il n'y avait pas de formation. On n'a pas de conservatoire chez nous, donc c'est les formations. Donc moi, j'ai été formé en 2010 par l'humoriste Maman. Mais à l'époque, on était en duo. Voilà. Donc c'est en 2017 que moi-même, je me suis auto-formé. Tout ce que je fais maintenant, je le fais pour l'humour et par amour aussi. Voilà. L'humour africain est en pleine expansion. Toutefois, c'est un métier qui a ses exigences. Humoriste, c'est un métier, c'est pas un passe-temps. Et quand on dit métier, donc il y a toutes les exigences derrière, de rigueur, d'assiduité, de travail. De l'écriture, c'est la base, et puis la vérité sur scène. Et surtout de se projeter sur plusieurs années. Si on veut en faire son métier, il faut voir sur le long terme. Voir sur le long terme, c'est aussi professionnaliser le métier pour en faire une véritable industrie culturelle et créative. C'est le but du Festival international du rire de Lomé. Depuis 8 ans, ce rendez-vous de partage et de promotion mise sur la formation des talents locaux pour en faire des artistes chevronnés. On n'a pas d'école d'art, on n'a pas d'école d'humour et la plupart de nos humoristes se forment sur le tas. Donc nous avons pensé ce festival en vue d'offrir un cadre de formation à nos humoristes et depuis déjà 8 ans, on a des humoristes outillés, on a des humoristes aguerris qui aujourd'hui comprennent beaucoup plus facilement la langue du stand-up, la langue de l'humour. Et sur ce point déjà, c'est une grande satisfaction pour nous. Je me sens confiant, c'est vrai que on sent un peu la peur, mais on est habitué, donc tout à l'heure ça va barder. Sur scène, Jacques, tout comme d'autres talents à l'affiche de ce spectacle, a su tenir en haleine le public. Présence scénique, qualité des thèmes abordés et des textes, autant d'éléments qui n'ont pas manqué de faire fondre de rire les spectateurs. Ce soir, le public est posé, il comprend les vannes. Il y a un très bon travail qui est en train d'être effectué. Et les thèmes abordés par de la société touchent un peu de la satire et je crois que c'est une bonne chose. D'un rayonnement local, le festival est passé à une dimension internationale avec la participation d'artistes étrangers. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé. Et le rire est bon pour la santé, nous rappelle-t-on régulièrement. Point final à ce journal, un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Nouveau rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Jacques Aristide ici à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain. Merci.